Bien, re-bienvenue à tout le monde. On va enchaîner avec notre prochaine conférencière, Zoé Ribert, notre chouchou de l'histoire, qui va nous Bien sûr. de ses travaux de doctorat. Donc, tu vois, Yann vient de se joindre. Donc, Yann qui se joint tout juste pour ta présentation, Zoé. Merci, Donc, Yann. je te cède la parole, Zoé, pour ta magnifique présentation. Merci, Benoît, pour tous ces éloges. OK, donc vous me connaissez, je m'appelle Zoé, je suis étudiante ici à l'ISFOR, doctorat en écologie forestière et biologie moléculaire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc, mon premier chapitre de doctorat où je me suis posé la question s'il était possible de déclencher une acclimatation à la sécheresse chez des arbres forestiers qui seraient soumis à plusieurs traitements de sécheresse. Et j'ai utilisé comme modèle d'étude l'érable à sucre et l'épinette blanche. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai utilisé ces deux espèces-là? Tout d'abord, vous devez savoir que l'érable à sucre et l'épinette blanche sont deux espèces quand même un peu emblématiques au Canada et qui sont très importantes au niveau écologique, mais aussi au niveau économique. On pense à la production de sirop ou à la production de bois. Ce sont aussi deux espèces qui ont une vulnérabilité à la sécheresse qui est quand même relativement importante. Et surtout, ce que j'ai retrouvé dans la littérature, c'est que cette vulnérabilité à la sécheresse, elle risque d'augmenter avec les changements climatiques. Et puis, un troisième point, c'est que dans ce chapitre qui était un peu plus exploratoire, je trouvais ça important d'avoir deux espèces avec une écologie relativement contrastée. Donc, mon étude, elle s'inscrit dans le contexte des changements climatiques où on sait qu'on s'attend à une augmentation des perturbations autant dans leur intensité que dans leur fréquence. Et moi, je me suis particulièrement intéressée donc, à l'augmentation des événements de sécheresse. Et donc, les plantes, les arbres et en général les plantes, lorsqu'elles sont soumises à des perturbations environnementales, elles vont avoir recours à tout un tas de mécanismes en fait, pour pouvoir résister à ces perturbations. Donc, rapidement, en fait, vous voyez là le schéma, les plantes vont utiliser leurs variations génétiques et épigénétiques pour pouvoir moduler l'expression de leurs gènes qui vont venir, en fait, modifier la production de certaines molécules de protection, par exemple des phytohormones ou des molécules osmoprotectrices ou antioxydantes. Et puis, tout ça, ça va amener à des mises en place de réponses physiologiques et phénotypiques. Et donc, en fait, à long terme, ces réponses physiologiques et phénotypiques, si elles sont positives, elles vont pouvoir être sélectionnées et ça va amener à de l'adaptation donc, au niveau de la population ou à plus court, moyen terme, à de l'acclimatation au niveau individuel. Et donc, moi, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que dans le cas de perturbations répétées, il y a beaucoup de cas qui relèvent que lorsque les perturbations elles sont trop intenses ou qu'on a une récupération qui est trop faible entre des perturbations, on va avoir un dépassement de la possibilité de tolérance de nos plantes et donc on va assister à une accumulation des effets délétères des nombreuses perturbations, donc à une accumulation de stress qui va conduire à une diminution de la vigueur et de la fitness de nos arbres et donc diminuer leur potentiel d'acclimatation et d'adaptation. A contrario, ce qu'on trouve aussi dans la littérature et qui est quand même encourageant, c'est que lorsqu'on peut avoir des perturbations répétées, mais qui vont être non létales, donc où on va trouver des perturbations plutôt modérées, il y a un processus qui peut se mettre en place sous l'effet des variations épigénétiques qui s'appelle la mémoire de stress. Et cette mémoire de stress-là, elle va avoir la possibilité d'améliorer la plasticité phénotypique des plantes et leur acclimatation. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est que la mémoire de stress ? Vous avez ici un graphique qui représente la vigueur en fonction du temps. Et puis, vous avez en bleu qui est représenté des plantes qui auront été soumises à un premier stress amorceur qui s'appelle le priming et qui est un stress qui est plutôt faible à modéré. Et elles ont été également soumises à un second stress déclencheur. Et vous avez également orange des plantes qui auront été soumises uniquement au second stress plus intense déclencheur. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que la diminution de vigueur chez les plantes bleues, donc qui auront soumis priming et stress déclencheur, elle est moindre. Donc, ils ont une moins grande perte de vigueur par rapport aux plantes qui auront été soumises uniquement au stress déclencheur. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est qu'en fait, la mémoire de stress, c'est un processus qui est contrôlé par des
par des mécanismes épigénétiques qui vient se mettre en place lors d'un premier stress relativement léger et qui va être déclenché lors d'un second stress. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ce processus de mémoire de stress-là, il va permettre à la plante d'être mieux préparée à un second stress, de pouvoir réagir plus intensément au niveau de ses défenses. Donc moi, dans le cadre de mon premier chapitre, je me suis posé la question si c'était possible de déclencher cette mémoire de stress-là chez les arbres, et en tout cas de voir si c'était possible de l'observer. Donc, ou si au contraire, on allait plutôt observer une accumulation de stress en mettant en place donc, des traitements de sécheresse successifs. Donc, pour répondre à cette question, j'ai mis en place une expérience en serre. Donc là, on voit toutes les petites mains qui m'ont aidé à planter mes arbres. Ça a quand même été long. Donc, j'ai mis en place, comme je l'ai dit, une expérience en serre, donc avec mes érables à sucre et mes épinettes, où j'avais 160 plants des deux espèces. Et puis, j'ai partagé mon expérience donc, en plusieurs phases. Donc, tout d'abord, une phase d'acclimatation où les arbres ont été mis en terre et puis ils ont été bien irrigués, histoire de s'habituer un peu à leurs nouvelles conditions. Puis ensuite, j'ai mis en place une première sécheresse donc, qui était modérée. On verra par la suite qu'on a eu quelques petits problèmes expérimentaux. Mais en tout cas, cette première sécheresse, elle était calibrée pour être modérée, donc pour correspondre à mon premier stress de priming. Où donc vous voyez sur le schéma où j'ai séparé les plans en deux, donc des plans contrôle et des plans stressés. Puis, c'est suivi une autre phase de réhydratation, donc où les deux traitements ont été bien réhydratés. Et ensuite, une deuxième sécheresse, donc là, un peu plus sévère, qui devait correspondre donc au stress déclencheur, où là, j'avais 4 traitements, donc des plans contrôle, des plans qui auront été soumis uniquement à la seconde sécheresse, des plans soumis uniquement à la première et des plans soumis aux deux sécheresses. Et donc ça, pour les deux espèces. Donc, comme je vous l'ai dit, on a eu... excusez-moi, je vais un peu trop vite. Donc là, j'ai également donc, mis en place des mesures destructrices et non destructrices pour suivre un peu la vigueur de ces plants en fonction des traitements. Et donc, j'ai fait un suivi de biomasse aérienne et racinaire. J'ai mesuré la teneur relative en eau donc dans les feuilles de mes arbres. Et j'ai également fait un suivi de l'étendue des nécroses foliaires et également une mesure de la photosynthèse nette. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a eu un petit souci expérimental dans le sens où après, vers la fin de ma phase d'acclimatation, il y a une vague de chaleur qui est survenue dans ma serre. Et en fait, cette vague de chaleur, elle a duré vraiment peut-être un jour ou deux. Et ce qu'elle a provoqué, c'est qu'elle a tué la moitié de mes épinettes. Donc, suite à cet événement-là, j'ai dû remplacer l'entièreté de mes épinettes. Même mes érables à sucre, eux, ils ne présentaient pas de gros effets de la sécheresse. J'ai enlevé les quelques plants qui avaient l'air d'avoir un petit peu souffert de la vague de chaleur. Mais globalement, ils étaient vraiment en bon état, donc on les a gardés. Donc à partir de maintenant, vous verrez sur les diapositives des petits HW qui correspondent à heat wave, donc vague de chaleur. Et donc avec un plus HW qui signifie que les érables ont subi donc la vague de chaleur, et un moins HW sur les épinettes, comme quoi ces arbres-là, ils ont été remplacés. Donc, ce qu'on verra peut-être par la suite, c'est que cette vague de chaleur-là, elle a peut-être un peu modifié mes conditions expérimentales et donc les résultats auxquels on s'attendait. Hop. Donc, maintenant, je vais vous présenter quelques résultats. J'ai une barre qui me dérange. OK. Donc ici, vous avez des premiers résultats donc de la masse sèche racinaire en haut et masse sèche aérienne en bas en fonction des traitements. Donc chez mes épinettes à gauche en vert et chez mes érables à sucre en orange. Donc ce qu'on observe en fait, c'est qu'au niveau des masses sèches racinaires et aériennes chez les épinettes, on n'a pas de réponse en fonction des traitements. On en discutera après, mais ça nous a un petit peu étonnés au début. Puis ensuite, on a des réponses relativement faibles en fait, des érables, même si on voit qu'on a quand même un impact de la première sécheresse
sur la masse sèche racinaire avec une diminution des racines donc chez les érables à sucre. Si on regarde maintenant les mesures, si on regarde maintenant les mesures qui ont été prises au niveau de la teneur relative en eau, on voit encore une fois que chez les épinettes, on n'a pas d'impact des traitements sur cette variable-là, alors qu'on a quand même des impacts au niveau des érables à sucre, où on observe que chez nos traitements, donc D1 plus 0, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le côté, j'ai mis à quoi ça correspondait si jamais vous avez oublié. Donc, ceux qui ont été soumis uniquement à la première sécheresse, on voit qu'il y a une diminution de leur teneur en eau foliaire et que cette diminution-là, elle est également observée chez ceux qui ont été soumis aux deux traitements de sécheresse, mais on n'observe pas de différence significative entre les deux. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que ceux qui ont eu la double sécheresse, il y a une réponse qui est un peu plus variable. On observe une grosse variabilité des individus. Si on continue à regarder mes variables de vigueur, si on regarde au niveau de la photosynthèse, toujours pareil avec nos épinettes qui ont en fait pas réagi au traitement, également au niveau de la photosynthèse. Ce qu'on observe par contre, c'est qu'au niveau des érables, on va avoir une réponse, une forte réponse en fait des individus qui ont été doublement stressés, donc les D1 plus 2, où on a une forte diminution de la photosynthèse associée à ce traitement-là. Donc, ce qu'on observe en fait chez les érables à sucre, ce serait plutôt un processus d'accumulation de stress, puis qui serait mesurable surtout au niveau de la photosynthèse. Si on continue à regarder sur nos érables, là, je vous présente uniquement chez les érables parce que, encore une fois, les épinettes n'ont pas montré d'effet significatif. Vous avez ici un graphique qui représente le pourcentage de feuilles saines qui restaient sur mes plants en fonction des périodes, donc des périodes d'acclimatation, de sécheresse et de sécheresse 2. Donc, ce qu'on observe, c'est que dès que la première sécheresse a été mise en place, on a eu une diminution du pourcentage de feuilles saines sur les plants qui est apparu autant sur les contrôles que chez les plantes stressées, même si on voit qu'il y a une plus grosse, peut-être un plus fort impact, même s'il n'est pas significatif chez les plantes stressées. Puis, à la fin de la deuxième sécheresse, là, on voit qu'il y a eu une aggravation en fait, des nécroses, puisqu'on a environ 30 à 25% de feuilles saines qui restent chez les individus qui ont été stressés une fois, donc en orange relativement clair, et puis en marron, ceux qui ont été stressés 2 fois. Donc là, ce qu'on observe encore une fois, c'est un plus gros impact de la première sécheresse sur ces individus que sur la seconde, puisque ceux qui ont été soumis uniquement à la seconde sécheresse, ils ont à peu près le même pourcentage de feuilles saines restantes que chez les plantes contrôle. Et ce qu'on voit aussi, c'est que chez les plants qui ont été doublement stressés, à la fin donc, de la sécheresse numéro 2, on a une relative aggravation quand même de sécheresse, de l'étendue des nécroses. Et on a l'impression, même si ce n'est pas significatif, que cet impact est un petit peu plus fort que chez les arbres qui ont subi uniquement la première sécheresse. Donc, en fait, globalement, ce qu'on observe, c'est que notre expérience, elle n'a pas permis de mettre en place une mémoire de stress. En tout cas, on n'a pas réussi à la mesurer. Vous avez vu que les résultats, ils sont… déjà, il n'y a pas eu de réponse à nos traitements de la part des épinettes. On a eu plus de réponses de la part des érables à sucre, mais ça n'a pas soutenu notre hypothèse de la mise en place d'une mémoire de stress, mais plutôt l'hypothèse que quand on fait 2 sécheresses, on va avoir plutôt une accumulation de stress chez cette espèce-là. Vous avez vu aussi qu'il y avait une grande variabilité des réponses. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que ce serait intéressant, en fait, au lieu de sacrifier chaque plan, ce serait plutôt de faire un suivi individuel pour essayer d'avoir comme des mesures un petit peu plus fines et un petit peu plus suivies pour voir si ce ne serait pas au niveau individuel que ça se joue. Et surtout, encore une fois, je tiens à soulever qu'il y a eu l'impact de la vague de chaleur qui a probablement intensifié, en fait, le premier stress, la sécheresse numéro 1, qui était censée être calibrée pour être faible à modérée et qui a peut-être été intensifiée par cette vague de chaleur-là où nos érables à sucre, je vous le rappelle, n'ont pas été changés
Donc, ils ont subi la vague de chaleur. Ils ont eu quand même quelques jours pour s'en remettre, mais rapidement après, il y a eu la première sécheresse. Donc, il n'y a peut-être pas eu assez de récupération entre-temps et ça a peut-être impacté en fait nos réponses. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Zoé, pour cette magnifique présentation. Je vais ouvrir maintenant la période de questions. Comme Zoé a été très assidue dans son temps, on va avoir un beau 5 minutes plein. Je vais céder la parole à Audrey, qui a levé la main en premier. Oui. J'aurais 25 millions de questions. C'est vraiment un super de beau projet, Zoé. Félicitations. Moi, je me demandais, en termes de seuil de sécheresse, ça ressemblait à quoi? Premièrement, pour toi, la sécheresse, ce que je comprends, c'est vraiment définie selon la teneur en eau du sol. Puis tu atteignais à peu près quel seuil? Puis, attends, j'ai une question en deux temps. Puis après ça, le VPD. Est-ce que tu as regardé en termes de VPD, qu'est-ce que ça donnait? OK. Donc, en fait, pour mettre le traitement de sécheresse, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un suivi, je crois que ça s'appelle gravimétrique. En gros, j'ai pesé mes pots pour être sûr que la sécheresse était toujours bien calibrée. Et moi, je l'ai calibré à 65% du champ. J'ai perdu le mot. Comment on dit, la teneur au champ, non? Capacité au champ, pardon. En fait, j'avais CC dans ma tête, puis je sais plus. OK, de la capacité au champ. Donc, en fait, ceux qui étaient témoins, ils étaient bien hydratés de manière à que quand j'arrosais, il y avait toujours de l'eau qui coulait. Donc là, j'étais à 100% de la capacité au champ. Et ceux qui avaient une sécheresse, ils étaient à 65%. Puis, en fait, ça correspondait quand même à un sol sec. Encore une fois, normalement, la première sécheresse, elle a duré juste 10 jours. Puis chez les arbres, on sait qu'il faut quand même un petit peu de temps pour qu'il y ait un impact de la sécheresse. Donc, c'était quand même une sécheresse qui était relativement modérée. Puis la deuxième, elle était censée durer quand même vraiment plus longtemps, un mois et demi. C'est ça. Puis au niveau du VPD, je n'ai pas fait la mesure directement. En fait, il y a eu un suivi du VPD dans la chambre, dans la serre, mais ça pas, il fluctuait pas énormément ce VPD-là. Il fluctuait un petit peu à cause de la température de la serre, mais c'est ça. Je ne l'ai pas utilisé pour mettre en place les sécheresses. Désolée. OK, prochaine question de Frédéric. Bonjour Zoé, merci pour ta présentation. Audrey m'a enlevé une de mes questions que j'avais, mais un élément que je me demande dans cette question-là de l'acclimatation, c'est dans quelle mesure cette acclimatation n'est pas liée justement à la stimulation de la mycorhisation des racines pour aider après ça l'arbre à faire face à la prochaine sécheresse en ayant un réseau plus étendu, en extensionnant par mycorhisation sa capacité d'accéder à l'eau. Et là, le fait d'avoir des semis dans des pots comme ça, bien, finalement, en tout cas, cet effet-là ne pourrait pas être testé. Non, je lance l'idée. Qu'est-ce que tu en penses comme idée? Ouais, j'ai déjà lu ça et puis on sait que la mycorhisation, ça va avoir des effets bénéfiques sur plusieurs points pour la réponse au stress. Mais c'est sûr que moi, là, c'était vraiment ce que j'ai essayé de tester, c'était à la base cette histoire de mémoire de stress qui a été quand même beaucoup étudiée chez plein de plantes, puis qui a été quand même fait aussi chez certains arbres. Et je trouvais ça intéressant de voir si c'était possible, si on arrivait à mettre en place ça puis à le mesurer, parce que ça serait vraiment intéressant. Mais ce qu'on conclut finalement de l'expérience, c'est que ce n'est pas si simple que ça. C'est que ça existe parce que ça a été prouvé, ça a été montré, mais que mes paramètres, puis la façon dont j'ai abordé ça, on voit que c'est plus complexe que ça à mettre en place. Et que, en tout cas, dans mes conditions à moi, dans des petits pots, ce n'est pas l'idéal. C'est bien. Puis, si on veut transférer ça à des arbres de plus grande taille, jusqu'à quelle taille tu dirais ce que tu as observé, ça demeurerait, disons, valable? Est-ce qu'on peut penser qu'au stade de Gaulle, c'est encore valable, ce que tu as
Tu veux dire l'effet d'observer l'accumulation de stress, par exemple? Oui, en fait, moi, je regarde, ce qui m'étonne le plus, c'est ton épinette blanche. Ouais, mais Moi, j'en vois plein d'épinettes blanches en train de mourir sur ma terre, puis sur la terre de mon voisin. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que pour vrai, là, j'avais un suivi de stress tous les jours. Hein. Moi, j'y allais, je pesais, puis c'était suivi. Et le sol était sec, mais je n'ai pas eu de réponse des épinettes. Et pour la petite anecdote, j'avais une épinette dans le bureau qui venait de la même batch, qui était dans le même pot, que j'ai oublié dans le bureau, puis elle a séché. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Dans notre serre, comme je disais, le VPD, il n'a pas tant varié que ça, il n'était pas tant humide que ça, donc je ne sais pas pourquoi, mais elles ont bien survécu. Alors que dès qu'il y a eu un coup de chaud, on a eu la vague de chaleur que j'ai expliqué, il a fait jusqu'à 39-40 degrés. En l'espace de 1 heure ou deux, j'ai 50% des épinettes qui ont séché sur place. Ça a été radical. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du traitement de sécheresse. Je vais être obligé de vous arrêter là rapidement parce que je veux la chance à Tim de poser sa question très rapidement. Puis après ça, on va devoir continuer avec les prochaines présentations. C'est bien. Merci, Zoé. Merci Zoé. C'était très intéressant. J'avais 2 questions en fait, puis peut-être on n'a pas le temps d'adresser les 2, mais le deuxième, c'est plus pour penser. La première, c'est en termes de cycle phénologique ou de mon cycle saisonnier. Comment peux-tu être assuré que le deuxième et premier traitement, la différence entre les deux, ce n'était pas seulement le temps pendant la saison, parce que c'est clair que l'utilisation de carbone au début et en milieu et en fin de saison est très différente, surtout pour les semis. Puis la deuxième question, ça serait, c'est quoi le mémoire? Parce que le mémoire, c'est un concept anthropomorphique. Oui. Et c'est quoi exactement le processus biologique qui ferait mémoire ici? Ça, c'est plus une question pour réfléchir. Ça me ferait plaisir de jaser là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pour la deuxième question, je serais vraiment capable de bien t'expliquer. J'ai fait exprès de pas trop m'attarder parce que je fais beaucoup de présentations depuis le début où je présente tout le temps ce que c'est la mémoire de stress, donc je suis moins attardée, mais on pourra en reparler si tu veux, ou je peux même t'envoyer plein de références. Là, c'est vraiment très bien décrit dans la littérature. Pour ta première question sur la phénologie, c'est sûr qu'il y a eu un impact, je pense, un peu du timing de mes stress, un peu début de croissance, fin de croissance. C'est quelque chose qu'on avait finalement pas tant pris en compte, puis je me suis rendu compte de ça en faisant les analyses. J'ai pas vraiment de réponse à t'apporter. Je sais juste que c'est quelque chose qui, je pense, qui est vraiment finalement important à prendre en compte. Et si ça serait à refaire, je ferais un suivi sur 2 années, puis vraiment individu par individu pour mieux évaluer la réponse. Voilà. Bon, merci beaucoup, Zoé. Puis je vous laisse échanger probablement demain. Vous avez la chance de vous poser là, en personne. Oui. Et Tim, fait que vous pourrez échanger là, sur les concepts de mémoire. Je te parlerai de la mémoire de stress. À ce moment-là. C'est ça. On dit mémoire, mais c'est clairement pas une mémoire, c'est une mémoire moléculaire, pas nerveuse. Super. Bon, sans plus tarder, on va passer à notre prochain conférencier, qui est Arthur Daniel, un étudiant de maîtrise ici à l'ISFOR. Donc, je te laisse la parole, Arthur, et je te laisse ton écran. Je crois que je n'ai pas arrêté mon partage. Arthur, est-ce que tu es avec nous? Oui. Oui, c'est ça, je vais partager mon écran. Je ne sais plus si je dois partager l'écran ou alors juste PowerPoint. C'est quoi le mieux? Moi, je partagerai ton écran. Écran, ok. Ça, tu fais ton diaporama, il va être toujours apparu, parce que sinon, quand tu partages juste le PowerPoint, des fois, il ne partage pas le... Ça marche. Mode présentateur. Ça marche. Est-ce que tout le monde voit bien? Si je pousse les slides, ça marche? OK. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Arthur Daniels. Je fais ma maîtrise de recherche avec Sylvain Delagrange et Yann Surjek-Rolba. Et donc, mon sujet s'intitule « L'étude de l'interaction entre l'ontogénie et la phénologie sur les glucides non structurels chez l'érable à sucre ». Que sont les glucides non structurels? On les appelle aussi NSC. En fait, ils regroupent l'ensemble des glucides d'une plante
en l'occurrence de l'érable à sucre qui m'intéresse, donc l'ensemble de ces glucides, excepté ceux qui ont déjà un rôle structurel. Donc on enlève la cellulose, hémicellulose et tous ces dérivés. Ces NSC ont un rôle métabolique central, étant donné qu'ils constituent en fait la ressource énergétique et aussi la future ressource matérielle de l'arbre. Et Tim, mon collègue Tim, qui a posé une question, avait fait une comparaison qui m'avait marqué, que je vais réutiliser, celle des NSC qui seraient comparables à de l'argent dans un compte en banque. En fait, un compte en banque est caractérisé par des dépenses et des revenus. Et c'est exactement la même chose pour les ressources de glucides non structurels chez l'arbre. Plus un arbre en dispose, plus il est apte à faire des investissements sur le long terme, alors que quand il en a peu, il est obligé de faire des dépenses sur le court terme. Et c'est ça qui m'intéresse, ces dépenses et ces gains de NSC au cours du temps. Au cours de 2 échelles temporelles, plus précisément. La première échelle, c'est l'échelle annuelle. Donc, je vais m'intéresser en fait à la phénologie des arbres et aux coûts et aux gains qui sont liés à ces événements. Donc, par exemple, le bourgeon, la fructification, etc. Mais surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est la croissance primaire et secondaire comme événement phénologique. Et sur une échelle temporelle plus large, donc à l'échelle de la vie de l'arbre, je m'intéresse à l'ontogénie de l'arbre et de voir comment la gestion de ces glucides non structurels va être modifiée en fonction de son état développemental. Par exemple, on sait qu'un semis d'érable va très peu allouer à la croissance pendant les toutes premières années comparé à, par exemple, une gaule ou un jeune arbre mature. Et pour étudier tout ça, j'ai sélectionné 2 sites en Outaouais, 2 sites forestiers contenant des érables de différents stades ontogéniques. Je les ai regroupés en 4 stades ontogéniques qui sont affichés à l'écran. Et sur ces arbres, je vais effectuer donc un suivi phénologique pendant 1 an, mais également des mesures répétées de sucre et des mesures répétées de croissance. Et avec toutes ces données, je vais pouvoir en fait mieux caractériser l'allocation de ces glucides non structurels à la croissance des érables à sucre au cours de leur vie et au cours d'une année, et plus largement d'autres événements phénologiques. Et ça va me permettre aussi d'infirmer ou de confirmer mon hypothèse de recherche, qui tend à penser que plus un arbre dispose de ressources en glucides non structurels, plus il sera apte et plus il va les allouer à sa croissance. Et j'ai essayé de caractériser justement ce propos-là et de le nuancer par stade ontogénique, parce que je pense que la croissance ne sera pas caractérisée de la même manière, ne sera pas investie de la même manière en fonction de l'ontogénie. Donc pour résumer, l'idée majeure de mon travail, c'est de montrer le rôle crucial qu'ont les NSC, ces glucides non structurels, pour comprendre la croissance, l'ontogénie et la phénologie, mais qui constituent également un grand lien qui permet d'accroître nos connaissances et de connecter ces 3 domaines pour mieux comprendre l'arbre sous un aspect global. Merci. Merci beaucoup, Arthur. Est-ce que nous avons des questions pour notre collègue Arthur? Il y a Michael Clich. Salut Arthur. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui? Oui. Bon, je me demandais, je lisais récemment des articles sur la préparation, le conditionnement au froid l'hiver des érables, notamment là, pour se protéger contre le froid. La conversion de l'amidon en sucre soluble. Est-ce que tu sais s'il y a un lien fort entre, mettons, l'accumulation de NSC et la capacité à se préparer au froid, ou finalement, l'arbre n'a pas besoin d'accumuler tant de réserves que ça pour se préparer au froid? As-tu une idée là-dessus ou pas du tout? Mais je sais je ne suis vraiment pas un expert pour les différents types de sucre, mais je sais qu'il y a déjà certains glucides qui ont un rôle qui permet en fait de préparer pour l'hiver et pour diminuer le risque de geler pendant l'hiver. Okay. Et qu'en plus de ça, il convertit des sucres solubles en amidon. Il me semble dans les branches, il les stocke un peu plus dans les branches pour justement en fait, mieux se préparer pour cette période de froid. Mais je ne connais pas ça en détail, honnêtement. D'accord, merci. Super. Bon, ben, on va pouvoir passer justement à ta présentation, Michael, qui enchaîne. Puis je crois que peut-être tu vas pouvoir nous élucider un peu plus sur cette question lors de ta présentation. Je ne vais pas décevoir personne, moi, là.
Je te cède le plancher. Notre prochain présentateur, c'est justement Michael qui va nous parler de l'influence du climat sur le volume de coulée et la concentration en sucre de l'eau d'érable. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça va pour le partage? Oui, on voit très bien. Bon, ben, bonjour à tous et à toutes. Michael Clich, je suis ingénieur forestier, candidat à la maîtrise à temps partiel avec Sylvain Delagrange et Christian Messier. Comme tu viens de le mentionner, je m'intéresse à l'impact du climat sur le volume et la teneur en sucre de l'eau d'érable chez l'érable à sucre au printemps. Mise en contexte, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'industrie acéricole, c'est une industrie qui est en forte croissance présentement et qui génère annuellement des centaines de millions de dollars là, à chaque année. La majeure partie de cette production-là est au sud du Saint-Laurent, au Québec, là, dans la région de Saint-Jean-Appalaches, l'Estrie, la Montérégie. Je dirais que c'est un peu plus anecdotique dans le reste du Canada. Et puis, on a quand même le 5e de la production qui est réalisée aux États-Unis. Pour le Québec, c'est une industrie essentiellement d'exportation. On exporte la forte majorité du sirop d'érable comme bien d'autres produits là, aux États-Unis, mais on a quand même un marché très, très bien développé en Europe et un marché en Asie qui est en constante croissance là, depuis plusieurs années. Donc, je reviens à ma question de recherche initiale. Moi, c'est vraiment le climat changeant là, et les défauts de vigueur là, qui m'intéressent. En fait, c'est leur impact sur les taux de sucre de la sève et le volume de la sève printanière au printemps. Parce que, bon, on le sait, une bonne production de sirop d'érable, oui, c'est l'histoire d'un bon printemps, c'est l'histoire de beaucoup de cycles gel-dégel, d'une eau disponible dans le sol et d'un printemps qui s'étire. Mais c'est aussi une histoire de bonnes années, voire même de bonnes années précédant la récolte. Je recoupe un peu d'autres étudiants là-dessus, mais on sait que l'été, la photosynthèse va permettre une bonne croissance qui, bon, s'il y a des scènes annuelles qui sont larges, ben, c'est un peu comme une bonne passante qui va permettre un meilleur passage de la sève au printemps et vice-versa. On sait aussi que la préparation au froid l'hiver va permettre de convertir plus ou moins d'amidon en sucre soluble dans la sève. Et ces sucres solubles-là, ben, c'est les sucres solubles qu'on va récolter au printemps. Fait, on sait que des hivers plus cléments là, pourraient être néfastes là, pour la production de sirop d'érable, entre autres. Les dispositifs que je vais suivre, en fait, il y en a 3, un en Estrie, un en Montérégie, puis un en Chaudière-Appalaches, qui comptent chacun 30 érables que je vais suivre pendant 3 ans. La première année étant ce printemps-ci. Et durant toute l'année, je vais suivre les températures, les précipitations, les cycles gel-dégel, ainsi que le nombre de jours et le début et la fin de chaque saison de récolte au printemps. Et le printemps, présentement, je mesure quotidiennement là, le volume de sève et le taux de sucre de la sève. En plus aussi de mesurer la proximité là, de mon trou d'entaillage avec le défaut de vigueur le plus près. Et à l'été, je vais mesurer plusieurs variables dendrométriques, le diamètre, la croissance, la hauteur de l'arbre, mais aussi l'état sanitaire général de l'arbre avec la méthode MSCR et les caractéristiques du sol, la fertilité, la disponibilité là, des différents éléments minéraux. Et mon objectif au terme de tout ça, ben, c'est de mieux comprendre les impacts du climat et de la vigueur des érables sur la production de sirop d'érable au printemps, puis peut-être être en mesure là, de proposer des idées d'amélioration de nos pratiques sylvicoles en érablière à vocation acéricole et de nos méthodes d'entaillage. Puis bien évidemment, là, déjà cette année, là, je me pose déjà beaucoup plus de questions que j'ai l'espoir de répondre d'avoir de réponses. Donc, j'espère là, contribuer à améliorer nos connaissances à ce niveau-là. Un gros merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Michael, pour ta très, très belle présentation. C'était franchement très joli, tes diapositives. Je vais ouvrir le plancher pour des questions. Si nous en avons. Je pense que c'est un sujet qui, normalement, soulève beaucoup les passions ici à l'histoire, donc je ne serais pas étonné d'avoir plusieurs questions de l'auditoire. Ils vont me faire mentir. Est-ce qu'on a Christian, Sylvain, présent, Philippe, vas-y, moi. Oui. D'utiliser la méthode MSCR là, pour
les défauts là, pourraient avoir un impact sur la coulée. Je me demandais s'il y en a beaucoup de défauts. Là. Je pense pas que tu pourrais te concentrer sur quelques défauts et si oui, lesquels tu penses sont les plus importants. En fait, effectivement, Philippe, je ne peux pas tenir compte là, de tous les défauts parce que il y en a plus d'une centaine là, dans le guide des MSCR. Je pensais surtout me concentrer sur la catégorie de défauts et la proximité de ces défauts-là avec les entailles. Parce que ce que j'ai remarqué, là, puis ça, ça fait longtemps que j'entaille, puis les érables qui ont des sporophores, par exemple, là, pas loin de la zone d'entaillage, c'est systématiquement ou presque systématiquement les érables qui me donnent la sève la plus sucrée, mais qui me donnent le moins de volume. Fait que j'imagine qu'il y a un lien quelque part entre les sucres qui sont dissous dans la sève là, au printemps pour protéger l'arbre dans le froid, puis ces défauts-là, j'en ai aucune idée, mais j'ai un lien, on va dire, instinctif qui me pousse à avoir ça comme hypothèse. Mais je m'intéresse surtout aux défauts mortels, là, les défauts de catégorie M. C'est ceux-là qu'on dirait que dès qu'ils sont dans la zone d'entaillage, j'ai peu de sève, mais j'ai une sève qui est très sucrée. Excellent. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui. Et que je te remercie beaucoup, Michael, pour ta belle présentation. Puis je pense que es-tu parmi nous demain lors du colloque en présentiel? Oui, je vais être en présentiel avec vous demain. Donc, on aura l'opportunité d'en discuter davantage en pleine érablière demain matin. Et ça sera très opportun. Donc, je te remercie encore beaucoup, Michael. On va passer maintenant à la prochaine conférencière, Rania Ghanem. Est-ce que tu es parmi nous, Rania? Oui. Oui. Et voilà, je te cède le plancher et tu peux partager ton écran. Ok, tout de suite. Vous voyez, comme ça? Oui, il reste juste à débarrer le diaporama. Ok. Ok. Voilà, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Rania et je suis étudiante en maîtrise biologie sous la direction du professeur Yann Surgé-Groba. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite description de ma proposition de recherche qui est en cours d'évaluation, intitulée Construction d'une carte génétique de l'érable à sucre. Malheureusement, à ce jour, aucune carte de liaison génétique n'a encore été rapportée pour l'érable à sucre, malgré son importance, car c'est une espèce allogame à très longue génération et les stratégies classiques utilisées en cartographie génétique ne leur sont pas adaptées. Mais avec l'avancée de la recherche qui a permis aux chercheurs à développer des stratégies pour la cartographie génétique, cela est devenu possible. Donc, mon objectif principal pour cette étude est la construction d'une carte génétique de l'érable à sucre. Pour commencer, on doit savoir qu'une carte génétique est une représentation linéaire de l'ordre et de la distance entre les marqueurs sur les chromosomes. Son intérêt est de lier un phénotype à un gène ou une région sur un chromosome, produire des empreintes digitales de séquences d'ADN, localiser des locus de caractères quantitatifs de gènes d'intérêt, identifier de gènes candidats pour des caractères économiquement importants et le plus important, elle fournit une ressource essentielle pour les espèces dont les génomes n'ont pas encore été séquencés. Donc, pour commencer la construction de notre carte génétique, on doit tout d'abord avoir une descendance avec laquelle il est possible de suivre la ségrégation des marqueurs génétiques. Et pour les espèces pérennes comme les arbres qui ont un long cycle de vie et la constitution de la population cartographique pourrait prendre du temps, on utilise les hybrides de la famille F1. Donc, pour notre étude, on doit avoir un nombre suffisant de graines de
l'érable à sucre issu d'un seul arbre à pollinisation libre. La deuxième étape est l'extraction et quantification de l'ADN pour la préparation au séquençage et au génotypage. Troisième étape est l'analyse de paternité et de parenté pour identifier la fratrie complète parmi la descendance échantillonnée et pour reconstruire les génotypes de donneurs externes de pollen en soustrayant les constitutions maternelles. Quatrième étape, on doit faire une analyse des marqueurs génétiques pour caractériser les individus de la descendance. Deux types de marqueurs vont être utilisés dans notre étude, les microsatellites et les SMP. Pour les microsatellites, ce sont des répétitions de séquences simples et ils sont utilisés comme des marqueurs moléculaires. Pour cela, un séquençage est nécessaire pour sélectionner des paires d'amorces pour les microsatellites, ou on peut les appeler les SSR, pour l'amplification PCR. Pour l'analyse des SMP, qui sont des variations d'une seule base dans les séquences d'ADN de deux individus avec l'approche de génotypage par séquençage, autrement dit GBS, qui est une méthode de séquençage à haut débit qui permet de générer des marqueurs SMP en grande quantité. Il est basé sur la réduction de complexité avec des enzymes de restriction pour identifier et génotyper des SMP. La dernière étape de la construction d'une carte de liaison génétique implique l'estimation de l'ordre et de la distance des marqueurs au sein des groupes de liaison en utilisant la stratégie de cartographie de pseudo-test-cross. Et tout cela sera avec le logiciel OneMap qui est implémenté sous la forme d'un logiciel à utiliser sous le logiciel R. Merci pour votre attention et je serais ravie d'entendre vos commentaires. Merci. Merci beaucoup, Rania. Est-ce que nous avons une question pour Rania et sa présentation de la cartographie génétique de l'érable? On voit ici qu'il y a une thématique qui semble se suivre entre les différentes présentations de l'érable à sucre. Alix, c'est un sujet que tu connais bien. Tu n'auras pas une petite question pour nous? Non. Non, désolée, je n'ai pas de questions. Je n'ai jamais fait de carte génétique de ma vie. Désolée. C'est bon, merci Alix. Donc, s'il n'y a pas de questions, je te remercie beaucoup, Rania. On va passer au prochain conférencier qui est Frédéric Moore. Est-ce que tu veux parler de nous, Frédéric? Je pense que oui, je t'ai croisé tantôt du regard. Je suis parmi vous. Excellent. Donc, je te cède la parole et tu peux partager ton écran. On voit bien? Oui, très bien. All right. Donc, bonjour, je m'appelle Frédéric Moore, puis aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon projet de maîtrise qui se nomme temporairement la description fine de la strate arbustive d'un peuplement, un outil qui permet d'étudier des patrons écologiques. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur le cas de la prolifération du hêtre dans les érablières, mais sachez que le projet, il y a aussi un volet qui tente de mieux comprendre l'utilisation de l'habitat par le cerf en étudiant l'effet de l'obstruction visuelle qui est créée par cette strate arbustive. Donc, comme cadre conceptuel, la majorité des études qui se penchent sur cette problématique-là utilisent une échelle interpeuplement, c'est-à-dire qu'ils utilisent un échantillonnage partiel par l'entremise de placettes qui proviennent de plusieurs peuplements différents pour ensuite extrapoler les résultats à l'échelle du peuplement entier. Cependant, dû à l'hétérogénéité intrapeuplement qu'on peut observer en forêt, les placettes effectuées en foresterie ne sont pas nécessairement représentatives de l'entièreté du peuplement. On sait que la taille des placettes ou même leur forme peuvent avoir un effet sur la caractérisation des peuplements. On tente de remédier à ce problème-là dans notre projet en caractérisant de manière fine et plutôt complète plusieurs peuplements de grande surface, soit environ 1 hectare, grâce au lidar mobile terrestre, ce qui va nous permettre d'étudier la problématique sur une plus grande étendue et selon plusieurs rayons.
Comme problématique, c'est assez bien connu que, pour le domaine forestier, que la prolifération du hêtre en général, le hêtre il se retrouve en surabondance, surtout dans la strate arbustive, dans les érablières nord-américaines. Ça nuit à la régénération, ça mène à un remplacement d'essences à plus grande valeur, comme par exemple l'érable à sucre qu'on a mentionné souvent aujourd'hui. L'augmentation de l'abondance de hêtre, c'est aussi problématique à cause de la maladie corticale du hêtre qui infecte cette espèce-là, ce qui entraîne la mort de plusieurs tiges matures, ce qui change la structure forestière. Il y a plusieurs facteurs qui ont déjà été identifiés dans les études précédentes qui peuvent causer cette prolifération-là. Entre autres, la meilleure tolérance à l'ombre ou la meilleure tolérance aux sols acides du hêtre ou sa capacité à drageonner, qui peut être accélérée par des blessures causées par les opérations forestières. De même que plusieurs autres, mais à ce jour, il n'y a aucun consensus qui a été atteint sur un facteur commun ou déclencheur qui permettrait d'expliquer sa présence dans plusieurs domaines forestiers différents. Comme par exemple, on peut la retrouver dans des forêts matures ou dans des sols riches, ce qui va à l'encontre de certains des facteurs déjà identifiés. Comme objectif, on tente donc de comprendre comment la prolifération du hêtre se déploie et de potentiellement identifier un facteur déclencheur. Comme hypothèse, pour cette partie-là, on a posé que la répartition spatiale et l'abondance des gaules de hêtre au sein d'un peuplement sont déterminées par la distribution des tiges matures de hêtre en interaction avec le degré d'ouverture de la canopée. Donc, puis comme prédiction, on va poser que l'abondance des gaules de hêtre va augmenter avec l'abondance des tiges matures de hêtre et que ça serait d'autant plus vrai à mesure que le degré d'ouverture de la canopée augmente. Et puis, comme méthodologie, on planifie de caractériser 20 peuplements de 1 hectare chacun à l'aide du lidar mobile terrestre. On va faire 3 passages distincts dans le peuplement en suivant le même tracé. Donc, le premier va permettre au lidar de cartographier avec précision toutes les tiges matures d'arbres présentes au sein du peuplement. Puis, les tiges de Gaulle aussi, à partir d'un certain DHP qui est à définir selon les capacités des données qu'on est capable de trouver. Le deuxième passage va permettre d'identifier les espèces de tiges matures en naviguant le peuplement en temps réel avec une carte produite par le lidar lors du premier passage pendant qu'on est encore en forêt. Puis le troisième passage va permettre d'identifier les espèces qui composent la strate de Gaulle parce que ce n'est pas nécessairement vrai qu'elle est à 100% composée de hêtre, c'est quelque chose qu'on veut regarder. Le degré d'ouverture va aussi être calculé soit avec la surface terrière ou à partir des données lidar. Donc, en conclusion, merci pour votre écoute de cette très courte présentation. Puis, je suis excité de poursuivre ce projet-là cet été et de revenir avec beaucoup plus de matériel à discuter l'année prochaine. Merci beaucoup, Frédéric, pour ta très belle présentation. Tu as très bien respecté le temps alloué aussi. Je te remercie. Est-ce qu'on a une question pour Frédéric? Un sujet chaud en ce moment en Outaouais, l'envahissement par le hêtre. Est-ce qu'on voit qu'on commence à être en fin de journée? Les gens sont un petit peu essoufflés. Est-ce que Audrey, qui est quand même une personne qui travaille beaucoup sur le hêtre en ce moment? J'ai déjà vu la présentation. C'est pour ça que c'est pas la première fois que je la vois. C'est similaire. Bon, moi, j'ai remarqué qu'il y a d'après moi, je peux savoir qui a fait partie du cours de séminaire cette année avec Catherine. On voit qu'il y a des belles similitudes sur les belles présentations. Donc, un gros merci, Fred. On va passer à notre dernière conférence de la journée. Je vous invite tous à ne pas quitter trop vite une fois que la dernière conférencière, Béatrice, va avoir présenté. Je vais vous partager le lien pour remplir le sondage de suite à la présentation. Je ne le donnerai pas avant parce que j'ai l'impression que plusieurs personnes vont commencer à remplir le sondage au lieu d'écouter Béatrice. Puis je ne voudrais pas divertir l'attention. Donc, Béatrice, tu es parmi nous. Je vois que tu partages ton écran. Je te cède maintenant la parole. Oui, bonjour. C'est ça, vous voyez bien mon écran, vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, c'est ça, je vais vous présenter mon projet de maîtrise que j'ai commencé là, en septembre avec Sylvain de la Grange et Pierre-Luc Chagnon sur l'importance de la structure forestière dans la séquestration de carbone dans le sol à travers les champignons.
On pense que la clé pour lutter contre les changements climatiques pourrait résider sous nos pieds. Mais le puits de carbone dans le sol est très mal connu, même si le puits qui est le plus abondant est le plus stable. On aurait deux options pour atteindre la neutralité de carbone sans générer un surplus d'azote. Soit d'appliquer une sylviculture intensive ou de préserver les écosystèmes. Elle ne bouge pas, Béa. Ah, elle ne bouge pas. Oh non. Ah, ben, OK. Là, il bouge? Oui. Ou c'est ça, sinon, c'est de préserver les écosystèmes et augmenter le carbone qui est séquestré à long terme. Moi, c'est sur le second que je me penche et plus particulièrement dans les sols forestiers. Là, elle bouge. Donc, les arbres, ils contribuent à la formation du carbone organique dans le sol par trois principaux mécanismes qui incluent tous les champignons. On a la libération d'exudats, la formation de débris ligneux et les associations symbiotiques. Et moi, c'est lui qui m'intéresse particulièrement. Il y a jusqu'à 50% du carbone qui est fixé par les arbres qui est alloué au sol à travers les mycorhizes et ça la forme du carbone stable. Maintenant, pour les champignons qui sont impliqués dans le carbone du sol, on a les saprotrophes, eux, c'est des décomposeurs. Ils vont accélérer le cyclage de carbone et constituent une source nette de CO2. Et on a aussi les mycorhizes, eux, ils sont en association symbiotique avec les arbres. Ils ralentissent le cyclage de carbone et promouvoient son accumulation dans le sol avec leurs ifs. Les différents guildes fongiques, après ça, ils vont influencer différemment le carbone dans le sol. Donc, mes hypothèses, là, en bref, c'est que la structure forestière va influencer les différents guildes fongiques qui, eux, vont influencer le carbone organique dans le sol. Pour la méthodologie, mes sites sont situés au Mont Kaikop à Sainte-Lucie-des-Laurentides. J'ai déjà installé 15 parcelles aménagées, pairées à 15 parcelles non aménagées sur 2 sites pour un total de 60 parcelles. Mes parcelles aménagées, ils ont environ 30 ans et 30% de coupes partielles. Puis c'est des vieilles coupes quand même pour voir l'effet de la structure quand même à long terme. Fait qu'à venir, je vais faire la caractérisation des parcelles. Je vais prendre les arbres, les plantes et le bois mort et je vais aussi prendre les échantillons de sol. Et ensuite, au laboratoire, je vais extraire l'ADN environnemental, faire la teneur en matière organique, le ratio carbone-azote, la texture et le pH. Donc, en conclusion, je m'attends à ce qu'il y ait un impact de l'aménagement forestier sur la structure forestière et il y aurait après ça des modifications dans les abondances relatives de mycorhizes. Surtout, je pense que je vais avoir moins d'ectomycorhizes dans les parcelles aménagées. Et ça va diminuer le carbone total organique du sol. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. On va prendre le temps pour quelques questions si nous en avons. Est-ce que quelqu'un a une question pour Béatrice? Je vous prierai de l'indiquer en utilisant Zoom. David Rivet qui a une question. Bonjour Béatrice. Allô. Bravo pour ton projet, c'est fort emballant. Tu as parlé à la fin des ectomycorhizes. Tu avais une hypothèse sur les ectomycorhizes, mais est-ce que tu regardes aussi les champignons mycorhiziens arbusculaires? Est-ce que ouais, c'est ça. Tu vas avoir un peu le même type de réponse? Pourquoi c'est juste les ectomycorhizes dont l'abondance devrait diminuer avec l'aménagement? En fait, c'est surtout les ectomycorhizes, là, c'est ça, j'en parle pas vraiment des différents guildes parce que j'avais pas le temps, mais les ectomycorhizes ils vont former des associations symbiotiques plus fortes que les mycorhizes arbusculaires. Puis je m'intéresse plus à eux dans la séquestration de carbone. Aussi, ils vont être influencés par le ratio carbone-azote. Puis l'aménagement forestier a un impact là-dessus. C'est surtout que les ectomycorhizes, je pense qu'ils vont être plus influencés normalement par l'aménagement selon les études, là, entre autres avec les symbioses, mais il me semble qu'il y avait d'autres choses aussi là, que je ne pourrais pas te dire en ce moment. Mais je m'intéresse On les retrouve plus dans les horizons de surface aussi, dans l'horizon organique. Peut-être que l'aménagement perturbe plus cet horizon-là.
Pour les ectomycorhizes, oui, c'est sûr que. Oui, c'est ça. Les champignons mycorhizés arbusculaires, on les retrouve peut-être plus dans un petit peu plus bas, dans les horizons minéraux. Oui, c'est pour ça que je vais échantillonner l'horizon O et l'horizon A pour avoir les différentes structures dépendamment des horizons. Tu fais bien ça, bravo. Merci. Merci beaucoup, David. Frédéric, on va prendre ta question, puis après ça, on va passer au mot de la fin d'Audrey. Oui. Bien, bravo, Béatrice. Belle présentation. Oui, beau projet. Puis on risque de se croiser au Mont Caïcop. Ça va être le fun. Quand tu parles tantôt de l'effet de la structure comme étant ta principale variable, ton hypothèse, tu n'as pas parlé par quel mécanisme cela allait jouer. Moi, j'aurais pensé plutôt que la composition, surtout si tu parles d'ectomycorhize, c'est les fagacées puis les conifères qui sont ectomycorhizés. Ça va dépendre beaucoup plus de la composition que de la structure dans ce cas-ci. En tout cas, d'après moi. Là, tu me parles de les différences entre structure et composition forestière, c'est ça? C'est ça. Toi, tu dis que c'est la structure qui va moduler les fonctions puis les guides, alors que moi, j'ai beaucoup plus l'impression que la composition forestière et l'âge bien sûr des arbres, mais la composition forestière en premier va jouer surtout sur les ectomycorhizes. Oui, ben c'est vrai. Puis c'est ça, c'est une question qu'au début, j'étais vraiment axée sur structure et composition. Il y a Marie-Ève Roy, puis d'autres chercheurs aussi qui ont fait des études là-dessus, puis on voit que l'effet serait plus lié à la structure qu'à la composition. C'est pour ça que je mets la structure de l'avant, mais c'est sûr que je vais identifier les arbres, je vais vraiment comme regarder ça après ça dans mes analyses. Je ne mets pas ça de côté. Puis d'autant plus qu'après ça, moi, je regarde l'érablière à bouleau jaune, puis comme l'érable va être associé aux mycorhizes arbusculaires, puis le bouleau jaune aux ectomycorhizes aussi. Fait que j'ai vraiment les deux là-dedans. Fait que, je vais regarder vraiment la composition aussi, mais je pense que la structure va avoir un effet plus important. OK, merci. De rien. Merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup, Béatrice, pour ta belle présentation. Merci à tous nos conférenciers qui ont présenté aujourd'hui. Je vais maintenant céder la parole. Juste vous mentionner, j'ai mis le lien pour que vous puissiez aller voter pour la meilleure présentation étudiante de la journée. Puis là, je vais céder la parole à Audrey pour le mot de la fin, en espérant qu'elle ait toujours sa belle voix mielleuse d'aujourd'hui. Je pense que c'est le contraire de mielleuse. Là. Je ne sais pas c'est quoi le mot qui serait le contraire, mais je pense que je vais me mettre au jazz ou quelque chose comme ça. Là. Je pense que j'aurai un succès fou. Merci à tous pour vos présentations. Vraiment un tour d'horizon complet des projets qui sont en cours à l'ISFOR. Donc, c'est vraiment agréable de voir tout ce qui se passe en ce moment à l'ISFOR. Ça clôt la première journée du colloque de l'ISFOR. Donc, pour ceux et celles qui seront parmi nous demain, rendez-vous à 8h30 sans faute à l'ISFOR. N'oubliez pas d'amener des vêtements chauds, vos bottes, comme Benoît le mentionnait. Puis, il va y avoir un transport de prévu aux différents sites. Donc, au plaisir de vous voir en personne demain pour profiter de la pluie et de la forêt et du vignoble. Donc, une belle journée en perspective. Merci à tous.